Donc, on va commencer maintenant. Dr. Theresa Tam, elle avait fait hier après-midi et elle a été nommée la chef médecin du Canada le 26 juin 2017. Elle n'a jamais peut-être imaginé qu'on pourrait être dans une situation comme ça. C'est une médecin avec expertise dans l'immunisation des maladies infectieuses et la sécurité globale et santé. Comme chef médical, Dr. Tam est le gouvernement fédéral en première ligne en ce qui a trait à la santé publique des Canadiens et Canadiennes. Elle donne tous les conseils au ministère de la Santé, aux présidentes de l'Agence publique de santé Canada. Elle travaille aussi avec la présidente pour le gestionnaire de cette santé publique Canada, une autre structure qui a été mise en place avec le SARS. Cette agence publique de santé va mettre Dr. Tam comme chef médecin de communiquer à tous les niveaux du gouvernement, des bénévoles, des secteurs privés et tous les Canadiens et Canadiennes. Et on le connaît tous, Madame Dr. Tam. À chaque année, le CPHO elle travaille vraiment fort de faire état d'un rapport sur l'état de la santé du Canada au Canada, quelque chose qui était légiféré et publié 6 mois après cette année de fiscale qui termine. Donc, Dr. Tam va nous parler aujourd'hui maintenant de ce rapport ici qui a préparé en octobre 2020. Et Maricha est là, de l'Office, de la même bureau de la médecine publique du Canada. Theresa Tam, Dr. Tam, la présentation est à peu près 16 minutes. Une présentation, elle parle en français dans quelques boîtes. Mais elle parle aussi à l'opportunité d'examiner dans les conversations avec tous ici aujourd'hui, de vraiment examiner les représailles de la COVID-19 et de prendre des mesures nécessaires pour nous protéger. Daniel, si vous pouvez jouer cet enregistrement de Dr. Tam maintenant et le chat box, comme vous allez écouter Dr. Theresa Tam. Merci à tous. Bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je tiens à souligner qu'à Ottawa, où j'ai enregistré cette vidéo, est situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Et je remercie le peuple algonquin de sa gérance de ce territoire. Je tiens à remercier le CCNDS pour le leadership dont il a fait preuve en préparant le rapport annuel de la ACSP en créant une série de la mobilisation des connaissances. Il s'agit d'une excellente occasion de discuter des répercussions plus vastes dans la COVID-19 et de prendre des mesures à cet égard. Cela nous permettra également de nous attaquer aux inégalités structurelles, historiques dans notre société qui font plus grand risque de nombreux Canadiens et Canadiennes. Merci à Dr. Claire Betker et son équipe pour la vision et les actions prises. Pour débuter la série de webinaires, j'ai l'occasion de vous faire part de quelques-uns des principes conclusions de mon rapport annuel de 2020 sur l'état de la santé publique au Canada intitulé Du risque à la résilience, une approche axée sur l'équité concernant la COVID-19. Comme vous le savez tous, notre santé dépend grandement de notre bien-être social et économique. Et collectivement, nous devons faire mieux pour protéger les personnes les plus vulnérables. Cette pandémie a ébranlé notre conscience collective. De nombreuses personnes dans la population en général comprennent maintenant l'importance de protéger les personnes les plus à risque au moyen de politiques sociales et de programmes de soutien économique. Nous avons été témoins des changements structurels incroyables pendant cette pandémie, changements survenus à un rythme sans précédent. Mon objectif est de poursuivre sur cette lancée afin d'atteindre et de maintenir les changements structurels pour ce que nos populations soient mieux préparées aux urgences sanitaires futures. Comme vous tous, je demeure profondément préoccupé par la façon dont la pandémie a exacerbé les inégalités existantes dans nos systèmes sociaux, économiques et de santé, qui ont fait en sorte que certaines populations portent un fardeau ou une charge disproportionnée des effets du virus. Bien
que la pandémie de la COVID-19 nous touche tous, nous savons que le risque était plus grand pour de nombreux groupes, y compris les aînés, les travailleurs qui fournissent des services essentiels, les populations racialisées et les personnes handicapées. Des recherches antérieures sur les épidémies et les pandémies ont montré que la morbidité et la mortalité dans les populations sont façonnées par la différence au niveau de l'exposition, de la sensibilité et du traitement. Ce cadre intègre les risques biologiques et souligne que les inégalités structurelles ont mis les gens en danger. L'équité est importante, non seulement pour ceux qui sont injustement exclus, mais pour nous tous, car certaines populations sont touchées de façon disproportionnée. De plus, le risque de propagation du virus ne touche tout. Il y a des risques de chevauchement à l'amplification liés au sexe, au genre, à la racialisation, au logement et d'autres facteurs socio-économiques qui peuvent exposer certaines personnes à un plus grand risque face à la COVID-19. Par exemple, les femmes ont été touchées de façon disproportionnée par la COVID-19. Les immigrantes et les femmes racialisées ont été particulièrement vulnérables en raison de la nature de première ligne de leur emploi, ainsi que de leur sexe, de leur statut de citoyenneté, de leur race ou de leur classe sociale. Moi, je ne peux pas jamais oublier vraiment des histoires, des récits poignantes avec des personnes qui travaillent dans les facilités ou dans les installations qui travaillent plus qu'un boulot, pour travailler plus qu'une installation dans leur maison, afin vraiment de joindre des bouts. Ils sont dans un risque accroître pour être affectés par le virus, ça c'est clair. Et aussi les décès qui sont attribués avec les personnes qui travaillent dans le secteur de santé. Voilà, c'était une chose extrême dans votre face, dans notre visage. Et on voit les différences de tout ça avec les différentes populations. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la COVID, c'est l'autre diapositive qui vient ici en face de votre écran. Il y a la COVID-19, il y a les mesures de santé publique qui aident. Il y a beaucoup de santé publique à contrôler, c'est la transmission ou de nombreuses répercussions plus vastes. Un aspect incroyablement difficile de cette pandémie consiste à trouver un équilibre entre le besoin des mesures de santé publique et le fait de rencontrer que les répercussions de ces mesures coûtent très cher. Bon nombre de ces répercussions sont exacerbées par les inégalités en matière de santé. Il y a un risque et des effets à long terme après la pandémie. Après mûre réflexion, je suis frappé par le fait que la COVID-19 porte sur les relations humaines. Le virus se transmet par contact. En tant que d'autres humains, nous voulons et nous devons nous connecter sur l'un de l'autre. Par le fait même, nous favorisons la transmission. Ceci qui rend cette pandémie si difficile. Par exemple, nous constatons que l'une des principales conséquences de la pandémie est l'amplification de la crise des opioïdes. Les restrictions au déplacement et les mesures frontalières continuent de perturber les chaînes d'approvisionnement, rendant l'approvisionnement en drogue illicite d'opioïdes vulnérable à la contamination et la toxicité. Les restrictions en cas de pandémie peuvent également se traduire par un accès réduit aux services et au soutien, y compris les liens sociaux. On a écouté des histoires vraiment tragiques, des personnes qui meurent tout seuls. Les collègues qui ont les visité quotidiennement ne les voient pas autant souvent à cause de ce télétravail maintenant. Donc, on cherche dans cette connexion sociale qui ont été vraiment perturbées, qui sont au risque ou de mourir de la situation d'opioïdes. Donc, ce que j'ai espéré de cet rapport annuel, c'est-à-dire que les données probantes présentes dans le rapport sur les changements structurels qui démontrent une amélioration de la santé seront utiles dans le contexte d'une pandémie. Sur les diapositives, vous allez voir les matières très impactées et dans le rapport,
vous allez trouver pour vraiment ce sont les champs d'action qui ont plus d'impact. Vous trouvez dans le rapport des exemples concrets qui peuvent être mis en œuvre dans notre travail pour uniformiser les règles de jeu pendant et après la pandémie. Cela comprend des mesures de protection de l'emploi, comme l'accès à des congés de maladie payés et d'autres avantages sociaux. Un logement sûr et abordable et grâce à des programmes comme le logement est un accès équitable aux services de santé numérique. Nous devons également lutter simultanément contre la stigmatisation et la discrimination. Tout au long de la crise de la COVID-19, les changements structurels qui reconnaissent que les déterminants sociaux de la santé sont essentiels à la sécurité sociale et économique de notre pays a été mis au premier plan. Un excellent exemple de cela, le besoin des soins virtuels présente depuis des années. Au cours des derniers mois, il y a un changement soudain, un appui pour l'accès numérique aux services de santé. Nous devons poursuivre cet élan afin de maintenir les gains importants réalisés et de renforcer la résilience qui accompagne l'équité face aux urgences futures. Par le passé, nous avons dressé des plans canadiens de lutte contre les pandémies qui concernent seulement le secteur de la santé. Il est clair que nos efforts de préparation, de planification, d'intervention en cas de pandémie nécessitent une approche multisectorielle. C'est vraiment clair, en appuyant sur comme le pandémie avance, en appuyant sur les faits résumés dans le rapport, je demande que des mesures soient prises plus robustes avec une approche multisectorielle. Quelque chose qui est poussé par une preuve qui a été mise en bref dans le rapport et je pense à la finale chapitre de ce rapport-là. Il y a des clés première chose, nous devons soutenir le leadership et la gouvernance intersectorielle qui ont été extraordinaires dans toutes les interventions liées à la pandémie, le tout pour appuyer le changement structurel. Nous devons nous assurer de recueillir des données stratifiées, détaillées, qui peuvent nous indiquer quelles sont les collectivités qui ont besoin d'investissements plus importants. En combinant de solides mesures et des indicateurs d'équité en santé, nous pourrions avoir une définition plus large du risque qui comprend la compréhension et la réduction du risque social et économique qui rend certaines populations plus vulnérables. Je vois qu'il est vraiment important de régler ce problème entre les pandémies. Il faut également examiner et mettre en pratique régulièrement notre état de préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire. Deuxièmement, nous devons miser sur le pouvoir de la cohésion sociale comme élément clé pour surmonter cette pandémie sans trop de dommages. Tout doit s'adapter à la crise entraînée par la COVID-19. Les collectivités qui font confiance à le gouvernement et qui ont des normes rigoureuses pour prendre soin l'un de l'autre peuvent mieux contrôler les pandémies et les pandémies. Pour ça, il faut prendre les mesures à tous les niveaux de la transparence, de l'authenticité des dirigeants collectifs qui ont de l'information fiable à un leadership en matière de données et de décisions. Donc, enfin, d'avoir le leadership dans tout le monde pour prendre ces décisions-là. Enfin, nous devons avoir un système de santé publique solide et robuste. Au cours de l'intervention, d'importants investissements ont été faits dans le domaine de clés comme les données de laboratoire, la surveillance, le dépistage des contacts, le EPI et le recherche rapide. Nous devons également combler les lacunes à long terme, comme les priorités en matière de données accessibles et intersectionnelles et la recherche multidisciplinaire. La santé publique ne peut y parvenir seule. Les relations doivent être plus solides entre les secteurs et les disciplines afin que nous puissions nous adapter en période de crise tout en maintenant la capacité de régler les problèmes courants. Voilà. Juste un exemple de ça, vraiment bref, si vous voulez, pour illustrer qu'est-ce qu'on devrait faire dans ces sections-là. Tout le monde est au courant maintenant que maintenant, la chose clé c'est le déploiement, si vous voulez, pour un vaccin effectif. Pour ça de vraiment prendre lieu, d'avoir des vaccins en bas d'un an, a demandé beaucoup d'efforts massifs de collaboration, pas juste les scientifiques, mais toutes les équipes de secteur privé également, qui devraient développer toute la fabrication, tous les chercheurs, tous les essais, qui travaillent tout le temps 24/7, de faire en sorte que les vaccins sont autorisés, sont sécuritaires aussi en même temps, et qu'on devrait avoir un calendrier très rapide aussi en même temps. Donc,
pour le faire mettre en opération, mise en œuvre, pour le développer, pour ce programme de vaccination et donner tous les logistiques. Mais il faut avoir la fiabilité, avoir la confiance du gouvernement et de trouver des bonnes manières d'adresser l'information qui va avoir notre cohésion sociale et va le bonifier. C'est pas juste les vaccins qui sauvent des vies, c'est la vaccination qui va sauver des vies. Donc, imaginez combien de ce leadership ça met la fiabilité et cette cohésion ensemble pour avoir un succès et avancer. Et comme nous, on devrait prioriser et mettre en prioritaire tout ça, c'est vraiment important et primordial de prendre une approche fondée sur des preuves. Et qui est au plus élevé risque et pour le transmettre également? Qui a le plus grand risque? Qui pourrait avoir des résultats vraiment négatifs et sérieux? Ça, c'est l'approche qu'on prend de la Comité consultatif national sur l'immunisation essaye de prendre et de garder leur position. Tout ça ne pourrait prendre pas place sans l'aide avec les Premières Nations, les Autochtones et le leadership également. Donc, en résumé, j'aimerais juste terminer. Personne n'est protégé jusqu'au moment que tout le monde est protégé. C'est pas juste pour le Canada, c'est pour le monde. C'est pour une pandémie qui est globale maintenant, qui est partout dans le monde. Donc, on devrait continuer de travailler ensemble afin d'adresser cette pandémie, le problème dans la COVID-19, dans notre société. Comme ça, on peut bouger de cette position de risque pour une position de résolution. Et pour tous les Canadiens, Canadiennes, que maintenant nous sommes dans cette pandémie COVID-19. Sur votre site web, vous allez trouver des rapports supplémentaires attachés avec mon rapport annuel. Un qu'on avait mis en exergue, c'est c'est une collection de récits, des histoires, des discussions, si vous voulez, les Inuits, les Métis, tous les leaders, les organismes et les impacts de la COVID-19 et la résilience et la relation. Le deuxième rapport met en bref les échanges des meilleurs cerveaux virtuels, la politique, les personnes qui font les décisions, les chercheurs, et la mise en œuvre et les organismes gouvernementaux, de mieux comprendre cet impact intersectoriel et les impacts de la COVID pour le Canada, pour informer, désigner, protéger et les stratégies en place. Vous devriez trouver ça facilement sur le site web, sur notre site web. Maintenant, personne, merci beaucoup à tous, à vous, des participants, votre engagement, votre résilience, votre ingéniosité au cours de la dernière année. Vous avez participé à cet effort massif que le milieu de la santé publique de tous les pays a entrepris pour lutter contre cette pandémie. Merci pour tout ce que vous avez fait, continuer de faire pour les Canadiens en cette période d'incertitude. J'ai hâte d'attendre les discussions qui se déroulent au cours de cette série de webinaires. J'ai hâte d'attendre comment vos organisations et vos collectivités ont abordé et avec tous pour adresser toutes les inégalités en matière de santé pendant la pandémie de COVID-19. Merci. Voilà, avoir un excellent webinaire. Merci, Madame Dr. Tam, pour tout ça. Vraiment inspirant message. Marie, est-ce que vous pouvez envoyer certaines choses qui vraiment m'ont frappé? Et après ça, on va aller à notre Dr. Stephen Hoffman. L'équité est vraiment importante. On pourrait faire quelque chose pour l'équité. Ça a été sa déclaration finale de Dr. Tam. Personne n'est protégé jusqu'au moment que tout le monde est protégé. Et donc, j'appréciais le fait de votre exemple en ce qui a trait les vaccins et la priorité des populations en termes de les vaccins et notre effort de vaccination ici au Canada.
qui vraiment a pris place ou va prendre. Et puis on regarde des questions, si vous voulez, qui est à haut risque, on ne pense pas de qui ici dans ce contexte, et qui on devrait considérer en même temps.